l'été 2025. Nous avions déjà gagné 6 mois sur le calendrier en 1 an. Et vous pouvez voir aujourd'hui que ces installations sont en cours de mise en service opérationnel. Nous avons fait les premiers grains pyrotechniques hier sur la première ligne, et les 4 lignes vont être mises en service progressivement d'ici cet été, et nous nous engageons bien entendu à tenir ces délais, ce qui est important pour la France, mais également nos alliés qui attendent ces poudres. Nous franchissons aujourd'hui donc une nouvelle étape opérationnelle dans le cadre d'un développement rapide et important, et si nous avons tenu ces délais, c'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des équipes de Renco, des partenaires, mais aussi des services de l'État, que ce soit en Dordogne, notamment la préfecture, et les services de la préfecture, pour avoir toutes les autorisations en temps et en heure, une mobilisation que je tiens à souligner, mobilisation de la délégation générale pour l'armement, la direction générale pour l'armement, désolé, qui a fait cette amorce capacitaire en nous aidant à transférer les poudres, retransférer les poudres et faire les essais opérationnels depuis la Suède, donc depuis maintenant 2 ans. Et ce qui nous a permis aussi d'aller lever des fonds à l'export avec des prises de commandes qui sont sans commune mesure. Nous avons pris 3 milliards d'euros de commandes au cours des 2 dernières années et nous faisons cette année un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nos investissements sont payés largement grâce à ces avances aussi et grâce à l'export et notre compétitivité à l'export. Nous avons donc tenu ce calendrier. J'ai oublié de citer aussi dans le support la Commission européenne, bien entendu, qui, dans le cadre des subventions ASAP, nous ont permis d'améliorer la rentabilité du projet et de contribuer à ce projet. Et là aussi, merci aux services de l'État et la représentation permanente à Bruxelles, qui ont permis de présenter ces dossiers et de lever 47 millions d'euros de fonds pour financer cet investissement, mais également la 3e ligne de charge modulaire qui va naître à l'autre bout du site et qui va nous permettre de doubler nos capacités de charge modulaire d'ici 2027. Donc vous voyez un projet ambitieux qui crée des emplois. Nous avons doublé notre nombre d'emplois sur ce site entre 2019 et aujourd'hui. Nous allons créer encore 50 emplois avec la ligne de charge modulaire qui va sortir de terre. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous nous préparons aux nouvelles annonces qui ont été annoncées. Vous avez tous entendu qu'il y a une demande d'accélération une nouvelle fois en termes de munitions, et munitions pas seulement d'artillerie. Eurenco est présent sur l'ensemble des munitions, que ce soit des poudres et des explosifs, petit calibre, moyen calibre, gros calibre, tête de missile, tête de torpille. Eurenco est dans tout ce type de munitions, donc plus de munitions, c'est plus de poudre, plus d'explosifs, et donc une croissance d'Eurenco. En 2019, bien avant la crise Covid et la guerre en Ukraine, nous avions défini notre raison d'être, qui est être un acteur clé de la défense au service de la souveraineté. Et jamais cette mission n'a eu autant de sens qu'aujourd'hui. Nous continuerons avec la même détermination à apporter notre contribution à l'indépendance stratégique de la France et de l'Europe. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mon cher Thierry. À mon tour, Monsieur le Ministre, cher Eric, Madame la Préfète, je salue les nombreux élus qui sont ici, les élus évidemment du territoire, députés, sénateurs, élus municipaux, communautaires, le président du conseil départemental qui nous a accueillis tout à l'heure et qui a dû nous quitter, le président de région, cher Alain, merci au passage pour l'engagement du conseil régional sur l'ensemble des filières d'industrie de défense sur l'ensemble du territoire. On a également emmené un représentant de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, le député Thomas Guessillou, le président Perrin de la commission de la défense du Sénat. Je ne veux pas être trop long, mais je veux quand même qu'on puisse s'arrêter 30 secondes sur ce que nous faisons ici, qui a valeur d'exemple au pluriel et qui va nous permettre aussi de tirer quelques conclusions opérationnelles sur la suite de renforcement de notre défense pour notre pays, pour cette 3e visite pour ma part à Eurenco, ici à Bergerac, pour faire ce suivi. Et je me réjouis d'entendre encore effectivement un train d'annonces à venir. Bon, premièrement, déjà, merci. Je l'avais témoigné par une remise collective d'insignes de médailles de la Défense nationale pour les salariés, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui travaillent ici, mais sur l'effort d'augmentation de cadence impressionnant
pour passer justement précisément en économie de guerre pour nous permettre de réussir l'aide à l'Ukraine. Entre le nombre d'obus que nous étions capables de transférer à l'Ukraine chaque mois, des obus de 155 mm essentiellement, notamment pour voir à nos canons César, et ce que nous sommes capables de livrer aujourd'hui, l'optimisation a été totale, optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un niveau de cadencement très élevé, un niveau d'implication des équipes très important, et de cela, évidemment, je voulais vous en remercier une fois de plus, parce que souvent, plateau de télévision ou à Paris, on n'est pas vraiment en économie de guerre, etc. Bon, souvent ceux qui disent ça, je le disais ce matin, ne sont pas forcément ceux qui travaillent le week-end et en 3-8. Donc par définition, il y a quand même aussi ce devoir de vérité que de le redire. C'est ça aussi l'industrie. Et donc cette optimisation, vous l'avez faite. La deuxième valeur d'exemple, c'est évidemment en matière de souveraineté. De voir qu'un pays comme la France s'était séparé de capacité de production de poudre au début des années 2000 est un non-sens total. Et que effectivement la crise, non seulement la guerre en Ukraine, mais surtout la crise Covid, a révélé des manques importants. On se retrouve dans un environnement dans lequel on était capable de produire les corps de bombes, on était capable de produire les charges modulaires, et pour cause ici à Bergerac, mais on n'était pas capable de produire la poudre qui allait dedans, et nous étions mis en situation de dépendance de pays parfois européens et proches, tant mieux, la Suède, avec un cousinage particulier évidemment pour cette entreprise avec la Suède, mais enfin parfois aussi dans des dépendances en dehors de l'Union européenne. Avec l'unité de production qui est derrière nous, on vient corriger cette aberration en matière d'autonomie, de souveraineté, et c'est donc une capacité à produire une classe de 100 000 obus par an que nous retrouvons sur le territoire national. C'est-à-dire qu'en fait, en 2007, pour être précis, on était sur capacité à produire 0 obus pour nous Français en matière de production de poudre, et on passe donc de 0 à classe 100 000. Ça, c'est évidemment le chemin de reconquête qu'il faut avoir pour les quelques trous dans la raquette que nous pouvons avoir dans notre modèle de défense. Heureusement, ils sont minoritaires. On a su sauvegarder, on en parlait justement avec le président du conseil régional, un certain nombre de compétences. Mais enfin, il est clair que dans le moment que nous connaissons, qui est un moment dans lequel on a des besoins très importants pour notre propre défense, mais également à l'exportation, on doit évidemment continuer cette reconquête-là en matière de souveraineté. La troisième des choses, c'est que c'est aussi un modèle en matière, non pas d'aménagement du territoire, parce que la défense nationale n'est pas là pour aménager le territoire, mais c'est une démonstration du bonheur qu'est le modèle français. Modèle souverain, industrie de défense depuis les années 60, conçue comme étant un ensemble autonome. Je rappelle que l'actionnariat de Rinco, c'est l'État, et que donc derrière, on défend aussi des pans entiers de souveraineté, mais que ça veut dire aussi que dès qu'on met 1 euro sur la table, cet euro reste sur le territoire national. Ce n'est pas le cas des pays voisins en Europe. Et que les discussions un peu surréalistes, ou même les questions un peu surréalistes que l'on peut avoir parfois, comme ce matin, en disant « mais au fond, tout cet argent pour la défense nationale, est-ce que c'est raisonnable, etc. » 190 emplois ici il y a quelques années, 500 emplois dès cette année, quasiment intégralement pourvus, 50 emplois supplémentaires pour ce que vous venez d'annoncer, cher Thierry, avec la ligne nouvelle de production de charges modulaires. Le maire, M. Priolo, qui est ici, m'annonçait tout à l'heure des journées entières consacrées au recrutement pour les talents du territoire, des opérations de formation en lien avec la région et la communauté d'agglomération, un plan de 1000 logements qui est en train de se dessiner, porté par les élus du territoire. Pardon, mais ne faisons pas semblant de découvrir ce modèle gaulo-mitterrandien qui a été consacré et protégé justement pendant des décennies, qui fait que précisément, non seulement notre défense est nationale, mais en plus l'effort français reste en France. Et ça, je pense que dans les moments que nous vivons, refaire un peu la pédagogie du fonctionnement de ce modèle a du bon, et je crois savoir ici à Bergerac que ce booster, cette accélération ici de la montée en puissance de Rinco a des répercussions sur l'ensemble du territoire, et pas que pour la ville de Bergerac, pour l'ensemble des communes rurales qui sont tout autour. Et ça, évidemment, c'est le sens de l'histoire. Dernier élément, et celui-là, il fait la transition avec ce que nous allons essayer de faire avec Éric Lombard dans les semaines et dans les mois qui vont venir. C'est évidemment, non pas de comment on finance notre défense, mais comment on finance notre industrie de défense. Tout ça a eu un coût, quasiment autour de 100 millions d'euros. C'est un investissement absolument considérable. Alors pour y arriver, il faut quoi ? Bon, déjà un peu d'intelligence.
c'est pas toujours contagieux. Hein. Donc ça, je dois bien avouer qu'on l'a fait parce que ça a été porté à haut niveau, qu'on a levé les différents freins. Moi, je remercie l'ensemble du corps préfectoral et des équipes de l'État local en lien avec la DGA parce qu'on a objectivement stressé tous les systèmes réglementaires, tous les processus. Objectivement, je le dis aussi par les parlementaires qui sont là, il faudra aussi en tirer des conclusions dans les textes qui viendront pour être capable d'imaginer des vraies simplifications. En situation de crise potentielle, si nous devions en connaître, on ne pourrait pas se permettre d'avoir un effort industriel aussi important que celui-ci avec des charges normatives aussi fortes. Et je dois bien l'avouer, je le dis devant mon DGA, que désormais, on n'est pas tellement dans le champ des réglementations militaires, celles que le MINARM, le ministère des Armées, peuvent émettre, mais on est plutôt dans le champ du droit commun des normes. Alors je fais le service pour mon voisin et ami Eric, parce qu'il travaille justement à cela en ce moment, c'est pour ça que j'en parle, parce que là, on est dans cette dualité qui nous intéresse, et comment on fait pour aller plus vite. Intelligence collective sur la manière de le financer. C'est une prise de risque. Eurinco, 50% de l'affaire en autofinancement. Bon, je l'ai dit ce matin et vendredi dernier à pas mal d'industriels de défense, c'est aussi la voie à venir. Dès lors que les carnets de commandes sont en train de se remplir, il est normal que les industries de défense doivent aussi prendre un risque, comme dans n'importe quel secteur. 10 milliards d'euros d'autorisation d'engagement, c'est-à-dire des commandes en 2017, pratiquement autour de 20 milliards d'euros en 2023 et 2024. Cette année, je m'apprête à valider près de 45 milliards d'euros de commandes uniquement pour les capacités de défense, c'est-à-dire munitions, plateformes, pour faire vite, hors infrastructure, hors solde des militaires, etc. Soyons bien d'accord. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, cet autofinancement, évidemment, il est absolument indispensable. Mais on sait aussi qu'il ne suffit pas. Donc là, on a eu un effet d'aubaine intéressant. Il est lié à l'Union européenne. Parfois, l'Union européenne, ça produit des trucs compliqués qui ne servent pas toujours à grand-chose. Parfois, ça produit aussi des outils qui sont très utiles. Il faut quand même qu'on ait l'honnêteté de le dire. ASAP, c'est un plan d'urgence imaginé par un commissaire européen qui s'appelait Thierry Breton à l'époque, qui dit l'aide à l'Ukraine nécessite d'aller vite, on met du cash sur la table et tous ceux qui déposent un dossier auront une subvention, un peu comme les élus locaux avec la DSIL ou la DETR du préfet. Pardon, enfin, on est sur une somme très importante ici aussi pour le bouclage. On est pratiquement sur 48 millions d'euros, donc c'est-à-dire 47 millions d'euros, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Donc celles et ceux aussi qui pensent que l'Union européenne ne sert à rien, là on a quand même un bon exemple, il faudra s'en rappeler sur le territoire. Sans cet argent-là, il n'y aurait pas eu ce que nous inaugurons cet après-midi. Puis enfin, parce que c'est le rôle de l'État, comment on fait effet de levier, comment on entraîne, c'est ce qu'on a fait avec la DGA, avec une dizaine de millions d'euros que j'ai validé pour permettre de boucler le tour de financement. Plus l'intelligence locale, région, département, collectivité territoriale, qui permet de gérer le volet formation, le volet recrutement, le logement, les questions d'infrastructure. En son temps, la région était intervenue sur d'autres fonctions ici pour le site. Cet alignement de planète-là, on doit en faire un système contagieux et global. Et ce n'est pas toujours le cas. Surtout que parfois, quand il s'agit d'industrie de défense, il peut y avoir quelques réticences. Et ça nous amène aux questions de financement et aux questions d'acceptabilité de cette affaire. C'était l'objet de la réunion qu'Éric a organisée ce matin, et je l'en remercie vraiment chaleureusement dans ces murs de Bercy, qui est de dire on a une crise de croissance à gérer en matière de défense, d'industrie de défense, et que donc, par définition, nous sommes attendus pour nos propres besoins, pour notre propre armée, mais aussi à l'exportation, avec en plus un marché qui va évidemment beaucoup évoluer dans les temps qui viendront pour des raisons évidentes qui peut tenir à la géopolitique, en tout cas à la diplomatie américaine du moment. Donc là, il y a un moment qui est gagnant-gagnant de Bergerac, des intérêts locaux de Bergerac jusqu'aux intérêts supérieurs de la patrie, en passant par une capacité à réorganiser des pans entiers et des filières entières industrielles françaises. Et donc c'est un agenda non pas dépressif, mais au contraire un agenda offensif qu'il faut avoir, avec de bons débats. Évitons ces sujets un peu curieux à opposer la défense nationale et le modèle social français. Une question qui a déjà été tranchée dans l'histoire par des gouvernements de gauche de la 4ème République, par les gaullistes dans les années 60. Donc j'invite les uns les autres à reprendre leur bouquin d'histoire et à voir que tout ça a été largement traité dans le passé, mais de se dire au fond que on a un moment de souveraineté, un moment de réindustrialisation du pays, y compris dans des villes ou des territoires qui ont pu connaître des chocs dans le passé, qui n'étaient pas qu'heureux. Et donc là, on est en train de tourner cette page-là, et c'est bien la preuve que la dépense militaire, la dépense publique militaire, plus les financements qu'on est en train d'imaginer par ailleurs, qu'on fait ce matin, non seulement protègent les Français, mais aussi ont un effet tout à fait direct pour la vie quotidienne de celles et ceux qui vivent ici, et donc de cette œuvre commune.
on disait en général pour la dissuasion nucléaire, et pour cette œuvre commune, pour le coup, autour de nos munitions. Ici, nous en avons fait un modèle. Je ne suis pas plus long, mais en tout cas, merci du fond du cœur. C'est un engagement absolument extraordinaire des équipes de Rinco. Merci. On aura l'occasion de le redire prochainement parce que vous avez su prendre votre risque et aujourd'hui, vous en êtes récompensé. Donc, bravo et merci encore. Monsieur le ministre des Armées, cher Sébastien Lecornu, nous avons commencé la journée ensemble, enfin commencé. On s'est retrouvés à 8h30 et c'est un plaisir et je pense que c'est utile et je vais y revenir. Madame la préfète, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, et je veux adresser une mention spéciale au président de la commission de la défense du Sénat, cher Cédric Perrin, je n'oublie pas que c'est le Parlement de la République qui permet ce que nous faisons aujourd'hui, qui l'autorise, qui l'enrichit dans un dialogue permanent. Et puis, saluer évidemment les élus locaux, le président Alain Rousset, vieux complice, si je puis dire, jeune complice depuis longtemps, passionné d'industrie. J'imagine combien, cher président, vous appréciez ce moment. Un salut à Germinal Perrault, qui a dû partir, lui aussi est très engagé. Au maire, Jonathan Priolo, avec lequel on avait dîné il y a 3 ans et qui me racontait que ce que nous avions projeté il y a 3 ans dans ce département engagé, énergique, se fait et sort de terre. Et puis, je veux saluer évidemment l'ensemble des élus, des représentants des forces militaires et vous-même, monsieur le président directeur général, et vous saluer pour ce que vous faites. C'est un moment de bascule pour notre pays et je veux y revenir pour, à la suite du ministre, redonner le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. La guerre est revenue en Europe depuis 3 ans. La guerre est revenue en Europe. Si on fait le lien avec un autre sujet d'indépendance et de souveraineté, qui n'a rien à voir mais quand même, notre dette publique a atteint un niveau qui nous oblige à une rigueur budgétaire nouvelle et qui est impérative. Nous avons un point commun avec les Américains, nous payons plus à nos créanciers que ce que nous dépensons pour notre défense nationale. On ne va pas traiter de la même façon, mais ça dit l'importance de traiter nos sujets de dette publique. Et puis, on voit bien la rapidité du retrait des États-Unis des affaires du monde, qui en réalité n'est pas nouvelle. Elle a commencé avec Barack Obama, avec le pivot vers le Pacifique, mais qui se poursuit. Et pour avoir eu le privilège d'accompagner le président de la République quand il a rendu visite à Donald Trump, premier chef d'État occidental a proposé aux États-Unis, en accord avec le président Zelensky, un accord de cessez-le-feu d'abord, qui, nous espérons, est en train de prospérer. Et puis pour avoir dialogué depuis avec les autorités gouvernementales américaines, mon homologue Scott Bessent, le secrétaire au commerce Howard Lutnick, on voit bien la difficulté du monde avec, au-delà de cette guerre en Ukraine, au-delà de ce pivot américain, au-delà de ces difficultés budgétaires qui sont les nôtres, une agressivité en matière commerciale qui est un défi de même ampleur. Alors, cet environnement se traduit d'une façon très simple. Nous devons recouvrer notre souveraineté militaire, notre souveraineté en matière de défense, notre souveraineté en matière économique, notre souveraineté en matière budgétaire. Et en réalité, c'est quelque chose que nous savons, nous en France, depuis longtemps, que nous savons en réalité, je crois que le site est un site militaire depuis Louis XIV, nous le savons aussi depuis Charles de Gaulle, qui a donné à la France une indépendance et une autonomie dont nous savons combien elle est précieuse. C'est-à-dire que nos partenaires européens veulent aujourd'hui en bénéficier. Et puis, cette souveraineté, aujourd'hui, l'Union européenne dans son ensemble se rend compte qu'elle est un impératif. Et il y a un vent nouveau à Bruxelles. Il y a 10 jours, en Conseil économique et financier de l'Union européenne, l'ensemble des pays, à l'unanimité, ont voté pour un renforcement de nos dépenses dans le domaine de défense, je dis bien à l'unanimité. Et donc, tout cela converge
Et c'est pourquoi Sébastien Lecornu a la gentillesse de parler de mon invitation, mais en réalité, la journée d'aujourd'hui, à la réunion de ce matin, dont je vais vous dire un mot, puis c'était une réunion importante, c'est une initiative commune. C'est une initiative commune parce qu'évidemment, le ministère des Armées, le ministère des Finances travaillent main dans la main sur ce qui est le cœur de la souveraineté, qui est la défense nationale. Et nous avions un sujet qu'il fallait absolument régler, c'est de réconcilier le monde de la finance et le monde de la défense. Le monde de la défense, il est essentiel et on connaît l'engagement et les sacrifices parfois que font toutes les personnes qui s'engagent. Et puis il y avait une incompréhension qui est que la défense, c'est de la dépense publique, évidemment, pour équiper les armées, mais ce sont des entreprises privées ou publiques, mais qui se financent avec les moyens du privé. Et l'ambiguïté que nous avons levée ce matin, je pense de façon définitive, c'est de dire tout simplement que dans le débat, est-ce que financer la défense, c'est du développement durable, est-ce que c'est conforme à l'investissement socialement responsable? Nous avons, avec le ministre, répondu que oui, que c'est même le premier des investissements socialement responsables, parce que la défense européenne, la défense nationale, protège notre modèle, protège notre souveraineté, notre démocratie et nos valeurs. Et donc nous avons dit cela à tous les financiers de la place, aux banques, aux assureurs, aux fonds. Et le grand bonheur que nous avons eu, je peux le dire sans doute, cher ministre, c'est que ça a été unanimement partagé et qu'en disant cela devant les industriels de la défense et devant les financiers de la place, nous avons été applaudis, nous avons été salués. Et je suis très, très heureux de cette réconciliation. Et ce que nous faisons ici avec le ministre, c'est la politique par la preuve, la politique avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous avons, à partir d'aujourd'hui, je pense, reconstruit l'union entre le monde des financeurs et le monde de l'industrie de défense, et derrière de tous les Français qui doivent se sentir engagés dans cet effort de la nation, effort qui va s'accroître dans les années à venir. Nous y travaillons avec le président de la République, avec le Premier ministre. Alors, l'industrie de défense, c'est aussi une industrie qui doit profiter à l'ensemble des territoires, le ministre l'a dit. Et ma position constante dans les réunions européennes, c'est de dire que les budgets que les Européens vont mettre sur la table ne doivent plus nous permettre d'acheter ou permettre à d'autres pays d'acheter au hasard des F-35 ou autres, mais nous avons l'obligation, et ça a été dit officiellement hier par la Commission européenne, que tous ces fonds, et nous le faisons nous en France depuis longtemps, doivent servir à l'industrie européenne et donc évidemment notamment à l'industrie française. Et ça aussi, c'est un mouvement qui est de grande importance. Et donc, ça participe du renouveau industriel de façon générale que nous avons entamé depuis 7 ans sous l'autorité du président de la République et qui est un élément à la fois de souveraineté, de développement, mais aussi d'emploi de qualité. Parce que derrière ces emplois, Monsieur le Président, il y a des formations, des parcours de carrière, et puis la stabilité d'un terroir, d'un département comme celui-ci. Donc, c'est une belle journée, même si le ciel se couvre un peu ce soir. C'est une belle journée parce que les perspectives que tracent les engagements que nous prenons ici devant vous sont de belles perspectives pour notre économie, sont de belles perspectives pour nos régions. Et je dirais, c'est cela qui va nous garantir la paix durable. Parce que de quoi parlons-nous? Nous parlons de la paix, c'est ça qui est important, c'est à ça que sert la défense et c'est pour ça que nous sommes protégés depuis 1945 sur notre territoire national. Il y a eu des événements compliqués, on le sait dans notre histoire, il y en a encore d'ailleurs en ce moment. Mais le territoire national est protégé par cet effort de défense. Son accroissement va permettre de garantir que cette paix soit assurée dans les années à venir. Et c'est cela aussi que nous voulions célébrer aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre engagement. Bravo pour ce magnifique projet dont vous avez parlé, dont le ministre a parlé, que nous avons visité. Vive la Dordogne, vive la République, vive la France. Merci.